Comme tu disais, avec le bouche à oreille, ceux qui s'y mettent dès maintenant bénéficieront, je pense, après d'une bonne image pendant plusieurs années, voire dizaines d'années. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Et là, on se retrouve pour une troisième partie des épisodes enregistrés avec Julie. Et Julie, là, je te propose de parler de tous les éléments sur lesquels il faut être vigilant quand on arrive en cabinet. Donc, j'entends par ça les red flags, donc c'est un peu catchy comme terme, mais en gros, les points de vigilance négatifs qu'on peut apercevoir. Et du coup, à l'inverse, les green flags, ceux qui sont plutôt encourageants et qui disent peut-être que ce cabinet, il est sympa. Toi, tu as une assez grande communauté, tu dois avoir pas mal de retours à ce sujet-là. C'est quoi ton avis là-dessus? C'est des choses... Enfin, tu fais... Pardon, il n'y avait pas de question, en fait. Tu fais attention à tout ça quand tu postules dans un cabinet ou quand tu as des retours? Alors moi, pour la petite histoire, en fait, le seul cabinet auquel j'ai postulé, vraiment, c'est quand j'étais en alternance et quand je cherchais une alternance, parce qu'après, les 2 cabinets que j'ai fait en CDI, c'était à chaque fois l'expert comptable qui m'avait contacté en direct. Donc moi, il y a plusieurs choses. Il y a dans l'offre en tant que telle, et il y a après quand tu es au cabinet et tout. Je pense que dans l'offre, alors red flag, c'est peut-être un grand mot, mais c'est mieux quand tu as une fourchette de salaire, parce que c'est vrai que souvent on va dire oui, mais c'est selon le profil, mais quand tu recrutes un assistant comptable ou un collaborateur ou un chef de mission ou un expert comptable, c'est selon le profil, mais de toute façon, une fourchette, c'est le principe de la fourchette. Tu peux avoir 5 ou 10 cas d'écart, mais pour un assistant comptable, tu le paieras jamais 40 cas, par exemple. Donc, tu peux mettre un salaire, quoi. Ça permet au moins aussi de jauger. Les gens peuvent aussi se jauger en se disant est-ce que je peux postuler, parce que des fois, avec l'intitulé du poste, tu peux te dire soit c'est trop, les compétences demandées sont trop élevées, ou à l'inverse, c'est pas, moi je suis plutôt au-dessus, mais du coup avec la fourchette, des fois ça peut permettre de rééquilibrer, de se dire est-ce que c'est dans la fourchette que je vise ou pas. Donc je pense que ça peut être intéressant. Et surtout aussi, j'ai l'impression que souvent les fourchettes sont pas mises aussi parce que on a peur que vis-à-vis de l'interne, il y a des gens qui se disent tiens, t'as vu combien ils sont payés eux et tout, les nouveaux, et du coup au final ça reflète un peu un manque de transparence ou un manque d'équité en interne, qui au final se répercute sur l'offre parce que t'as pas le salaire. Mais en fait t'as pas le salaire parce que dans la boîte, on n'est pas trop à l'aise avec le fait de dire combien chacun gagne, alors qu'en soi, si tu peux justifier ce que chacun gagne, en soi, pour moi, il n'y a pas de sujet, en fait, à partir du moment où c'est... il y a une certaine forme d'objectivité à dire, en fait, telle personne, elle assume telle mission, elle a telle responsabilité, donc c'est logique qu'elle gagne ce qu'elle gagne, quoi. Donc pour moi, il y a ça. Après, de là à dire que c'est un red flag, il y a beaucoup aussi de bons cabinets qui n'affichent pas forcément de salaire. Donc on va dire que ça peut être un indice parmi tant d'autres qui reflète aussi une culture d'entreprise à l'intérieur. Après, alors... moi, je le considérais comme red flag, mais je sais que c'est pas forcément l'avis de tous. C'est un peu des fois, en fait, t'as des postes où c'est marqué, je sais pas, n'importe quoi, consultant comptable, ou en fait, tu changes le nom pour faire un peu plus stylé, mais en fait, quand tu regardes les missions, c'est des missions classiques. Donc, en fait, pour moi, certes, il faut attirer un peu avec le titre, mais le fait d'essayer de moderniser, de donner une meilleure image, alors qu'en fait, factuellement, tu fais le taf d'un collaborateur ou d'un chef de mission, peu importe, mais le fait d'édulcorer le nom pour donner plus envie, mais qu'en fait, dans le fond, c'est la même chose.
Enfin, en fait, je trouve ça un peu dommage. Enfin, t'as pas besoin de survendre un nom. C'est un peu comme du putaclic. Sauf qu'en fait, tu peux être déçu après de... en fait, tu t'imagines... Toi, tu te faisais une idée du poste qui, en fait, c'est un poste, on va dire, classique. Donc, je pense que si t'as un bon cabinet et tout, t'as pas forcément besoin de travestir, on va dire, le nom et de changer le nom parce que le nom n'est pas sexy. Mais si... Enfin, je pense que si à l'intérieur... ça se ressent qu'il y a une modernité, etc. Il n'y a pas besoin de changer forcément l'étiquette, même si je comprends qu'il y en a qui sont un peu dans ce mood-là, mais c'est vrai que moi, je fais beaucoup plus attention au fond qu'à la forme. Après, ça a ses travers aussi. Je devrais des fois peut-être un peu plus faire attention à la forme. Et après, sinon, un conseil que je peux donner qui est pas mal, c'est de demander tout simplement à des collaborateurs actuels ou des anciens de leur demander en fait tout simplement de les contacter, notamment sur LinkedIn, pour leur demander comment ça se passe. Et après, surtout quand c'est des anciens, par contre, bien prendre avec des pincettes, avec du recul, parce que tu sais qu'il peut y avoir une certaine amertume parce qu'il s'est passé X ou Y. Enfin, essayer de rester objectif et de se faire un avis vraiment en fonction des différentes personnes et de quand même avoir en tête qu'il y a forcément de la subjectivité, et notamment quand t'es parti, des fois, ça ne s'est pas forcément fini en très bons termes, donc ils vont peut-être dire des choses qui ne reflètent pas vraiment la réalité. Enfin, donc bien avoir ça en tête, mais je pense que dans tous les cas, c'est bien de le savoir pour après soit décider de se dire est-ce que je prends en compte ce que cette personne a dit, est-ce que je suis OK, au moins ça peut on va dire t'avertir sur certains points, ou je dis n'importe quoi, un exemple, si la personne dit ouais, il y avait trop de charge de travail et tout, toi ça peut te permettre aussi de poser à l'entretien comment ça se passe pour la répartition de la charge de travail, les heures, est-ce qu'elles sont récupérées, est-ce qu'elles sont payées, si jamais il y a un pic d'activité, tu vois, de poser des questions. C'est juste un petit point d'alerte en mode peut-être qu'il y a un sujet sur ça, et en fonction de ce que répond le recruteur, le cabinet, ou même d'autres personnes qui sont à l'intérieur. Si tu dis voilà, on m'a fait un retour comme quoi au niveau des heures, etc. Mais peut-être qu'en fait c'était il y a 1 ou 2 ans et que depuis ils ont mis des choses en place, mais au moins tu vois, tu te dis il y a peut-être un sujet, mais je vais aller poser des questions pour creuser un peu plus sur ça. Et puis après, quand t'es en interne, je pense que c'est un peu du feeling. Du coup, ça veut pas forcément dire que le cabinet, ou même l'entreprise en général, est une mauvaise, on va dire, entreprise. Mais des fois, c'est un fit entre une personne, une personnalité et une entreprise, un cabinet, qui fait que ça va pas. Et notamment quand le matin, on a la boule au ventre d'aller travailler, ou qu'on se sent pas on va dire de parler, de faire remonter des choses à nos collègues ou à notre manager, ou qu'on a des difficultés, qu'on sait pas trop, je sais pas à quoi répondre aux clients, et qu'on n'ose pas demander parce qu'on veut pas déranger, etc. En fait, c'est de plus, vraiment essayer d'être dans un environnement qui est bienveillant, et des fois, l'environnement peut être bienveillant, mais c'est peut-être soit aussi des fois où on se met des freins, où on se dit non, je veux pas le déranger, etc. Et je pense que c'est important d'avoir cette relation un peu quand même de proximité aussi avec ses collègues, ses managers et tout, pour pouvoir évoluer. C'est clair. Et puis nous, chez La Maconta, on a remarqué que ce qui fait venir quelqu'un dans un cabinet, forcément il y a l'émission, il y a le salaire, etc. Mais ce qui le fait rester, c'est la sensation d'appartenir à un groupe, et que du coup, si jamais il n'y a pas cette confiance ou ces échanges-là, ou cette bienveillance au sein de l'équipe, que ce soit entre collaborateurs ou alors avec le manager ou avec le big boss, et du coup, ça va pas du tout ancrer les gens dans le cabinet ou l'entreprise, et qu'ils vont plus facilement partir, ou même être beaucoup plus à l'écoute des opportunités à l'extérieur, etc. Parce que c'est l'équipe et l'ambiance au final qui te fait plus rester, je pense, parce que dans tous les cas, quand tu pars, je connais plus ça, je sais pas si tu les as en tête, quand les personnes elles partent de cabinet, combien de pourcents, je crois que c'était quand même assez élevé, genre il y a 9 personnes sur 10 qui, quand elles partent, elles retournent dans un autre cabinet. Donc en fait, parce que souvent on dit oui, les personnes
elles partent des cabinets pour aller en entreprise. Mais je crois que j'avais vu dans une étude de RH et tout que, en fait, la plupart, ils partent d'un cabinet, mais ils rejoignent un autre cabinet. Donc, c'est pas genre, c'est l'entreprise qui nous a piqué les candidats. En fait, mince, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et donc du coup, ce que tu dis sur c'est l'ambiance et l'équipe qui est important, parce qu'en fait, quand tu passes d'un cabinet à un autre, en fait, on va pas se mentir, la plupart du temps, ça reste globalement les mêmes missions. Donc en fait, ce qui te fait changer, c'est pas... c'est le fait de chercher à être bien au travail. Parce que, comme tu dis, même si il existe plein de façons de faire de la comptabilité en fonction des cabinets dans lesquels on est, dans les process et tout, au final, ça reste quand même la même base, on va dire, de mission. Et moi, j'ai pas la statistique dont tu parles, mais j'ai une autre statistique qui est intéressante. En gros, aujourd'hui, sur le marché du travail, dans l'expertise comptable, il y a 91% des cabinets qui cherchent à recruter et tu as 73% des collaborateurs qui sont ouverts aux opportunités. C'est énorme. C'est énorme. Ce qui fait que, en fait, si tu veux... on va dire, fidéliser ton équipe, il faut qu'ils se sentent bien, parce que si ils se sentent pas bien, ils iront ailleurs. Mais en même temps, c'est humain on passe tellement de temps au travail que bien se sentir avec ses collègues, c'est le plus important. Mais ce que je dis souvent, c'est que, n'empêche que, en fait, si t'enlèves les temps où tu dors, en fait, limite dans ta semaine, tu passes plus de temps avec tes collègues qu'avec ton conjoint, par exemple. Donc, en fait, ça représente une part énorme dans ta vie quotidienne. Donc, si tu te sens pas bien, je pense que ça vaut le coup au moins de se poser la question, de peser les pour et les contre. Et parce qu'après, chacun a ses contraintes. Quand tu as des bouches à nourrir et que tu n'as pas forcément... Puis en fonction de la région dans laquelle tu es, si tu es plutôt... dans un coin à la campagne, etc., il n'y a pas forcément 50 000 cabinets aux alentours. Donc, si c'est pour faire 1 heure ou 1h30 de trajet tous les jours, c'est pas forcément possible non plus. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres critères à prendre en compte là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui t'exaspère énormément ? Je te vois rire. Il y a un truc qui m'exaspère, mais après, chacun, c'est les goûts et les couleurs de chacun, mais en tout cas aussi ce qui joue moi quand j'ai rejoint des cabinets, c'est le fait de faire confiance aussi quand même et de donner des responsabilités même si on est entre guillemets jeune, je dis entre guillemets mais c'est pas forcément toujours entre guillemets, et parce des fois on est vraiment jeune, mais le fait de pas forcément avoir non plus trop de fractures entre ceux qui ont le diplôme, ceux qui l'ont pas, etc. Parce qu'en fait, je pense que tu deviens pas non plus une personne totalement différente du jour au lendemain. C'est pas parce que t'étais pas incompétent et le jour des résultats, t'es super compétent. C'est pas aussi binaire que ça, la vie. Donc, je pense que pour aussi... permettre aux jeunes de s'exprimer et de s'engager dès lors qu'ils en ont envie. Je pense que c'est intéressant et de ne pas avoir cette guéguerre entre diplômés et non diplômés, parce que je pense que peut-être qu'avant, il y avait un peu plus le côté prestige de la profession auquel certains sont... attachés, mais je pense que dans notre génération, ça va plus nous parler, tu vois, si tu as des personnes qui sont diplômées et qui sont proches, avec qui tu vas pouvoir échanger, parler de tout et de rien, et qu'en fait, du coup, désacraliser un peu et se dire, ah ouais, en fait, entre guillemets, c'est un peu des gens comme tout le monde, et du coup, moi aussi, je pourrais être cette personne-là, plutôt que de se dire, ah, c'est vraiment un truc de ouf, ceux qui sont experts comptables, c'est vraiment incroyable, mais du coup, potentiellement aussi des fois se mettre des barrières en mode en fait moi je pourrais pas y arriver parce que c'est vraiment super dur, c'est vraiment trop exigeant, c'est trop prenant, c'est trop, tu vois, d'avoir un peu ce côté binaire entre diplômé et non diplômé, alors qu'en plus il y a plein de façons d'exercer et tout, donc en soi il n'y a pas de règles qui te dit qu'il faut être de telle manière ou d'une telle autre. Je pense que ça dépend de chacun, et je pense que la profession gagnerait à être plus soudée et à moins faire...
t'as toujours, forcément, quand t'es expert comptable, t'es inscrit à l'ordre, t'as une responsabilité qui est plus importante vis-à-vis de tes clients et de l'ordre, des confrères, des consoeurs. Enfin, c'est pas vraiment ça le sujet, mais donc évidemment que c'est différent, mais de rester, on va dire, accessible et de moins avoir cette barrière qu'il peut y avoir, je trouve, entre peut-être les plus jeunes et les plus expérimentés parfois. Ouais. Et selon toi, comment les cabinets ils pourraient se démarquer de manière simple pour montrer que justement ils luttent un peu contre tout ça? C'est compliqué. En fait, je pense que ça vient déjà de l'interne parce que, comme je disais, déjà, il y a des personnes qui vont aussi, elles, de leur plein gré, envoyer des messages pour savoir comment ça se passe. Puis je pense que tout cabinet a une notoriété quand même dans sa ville ou dans son département, voire même dans la région. Et du coup, c'est assez difficile après de s'en défaire. Et donc, ça part déjà de l'interne. Si les personnes sont bien à l'intérieur, elles vont en parler autour d'elles, et donc les autres vont en parler. Et je pense qu'il y a des cabinets comme ça. Je suis persuadée qu'il y en a qui n'ont pas de problématique de recrutement, parce que quand ça fait plusieurs années, même limite 10 ans, que ça se passe bien, et que, en fait, tout le monde, entre guillemets, le sait, quoi. Toi, pour être dans une école, je pense que tu le vois bien que, en fait, rapidement, on comprend bien qui sont, entre guillemets, les bons élèves, les mauvais élèves, et ça se transmet j'allais dire de génération en génération, mais en tout cas de promo en promo. Donc je pense que ça se passe déjà en interne, et après, le but, c'est de travailler sa marque employeur et de faire rayonner en externe ce qui se passe vraiment en interne, parce que je pense que ça... Ce qui est dangereux, c'est qu'il peut y avoir des désillusions en mode, en fait, si tu vends un truc qui est super chouette et puis qu'en interne, c'est pas du tout le cas. En plus, ça va donner une image encore pire, quoi. Donc de pas hésiter à communiquer, et notamment, peut-être des fois, je pense que ça se démocratise, mais je pense que ça pourrait être encore mieux, parce qu'il y a beaucoup de pages entreprises, notamment sur LinkedIn, qui communiquent, mais les experts comptables en tant que tels qui publient, qui fassent des posts pour partager un peu leur quotidien, leur parti pris, leur histoire et tout. Je pense que ça aide bien à justement, ce que je disais, à créer une certaine forme de proximité entre l'audience et donc les potentiels candidats et le cabinet. Donc pour moi, c'est d'abord un travail en interne que tu fais après rayonner en externe, et si ça peut être incarné par des personnes, d'ailleurs qu'ils soient experts comptables ou pas forcément, mais vraiment le fait que ça soit lié à des personnes et que tu puisses te dire si j'ai des questions, je vais pouvoir lui poser, ou avoir cette proximité et cette authenticité, je pense que ça joue beaucoup, parce que maintenant, je pense que comme on est habitué aux réseaux sociaux aussi, on a ce réflexe de se dire, en fait, c'est ça qui montre, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur ? Donc ne pas oublier que c'est dans les deux sens. C'est clair. Et puis, et c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir le retour, de savoir comment plusieurs personnes d'un même cabinet s'expriment sur notamment LinkedIn, parce que nous, notre profession, elle aime beaucoup ce réseau-là, pour vraiment se faire un avis plutôt précis et fiable sur un cabinet. Et petite anecdote, tout à l'heure, tu disais que du coup, les cabinets pouvaient aussi un peu identifier les bons candidats et tout. Il faut savoir que, ok, admettons, je sais pas, un candidat va en entretien on travaille dans un cabinet, et finalement il décide d'arrêter la collaboration parce que ça ne se passe pas bien. Ce même candidat va dans un autre cabinet qui connaît le cabinet du candidat, donc forcément ils vont s'appeler, ils vont savoir, machin, bref, le candidat ne sera pas retenu dans ce nouveau cabinet, mais par contre ce qu'il faut que les cabinets aient en tête, c'est que ce candidat-là, lui aussi, il a une mauvaise expérience, il va en parler autour de lui, mais à une échelle beaucoup plus importante que les cabinets, ce qui fait que dans son entourage, personne ne voudra aller dans ces cabinets-là. Et c'est ce qui s'est passé, moi, dans ma promo. J'ai un copain de classe qui, son contrat s'est arrêté, ça s'est mal passé, etc.
moi, j'étais assez surprise parce que je trouve que c'était quand même un très bon élément, mais après, j'étais pas à sa place, j'ai pas vécu, donc ça Oui, lui tu est peux propre. jamais, enfin c'est ça, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, même si tu connais les personnes, enfin que ça soit dans le sens où c'est enfin des candidats que tu connais parce que tu es ami avec, ou même quand tu fais un peu enfin c'est pas vraiment des prises de référence, mais quand tu demandes à des gens qui sont actuellement salariés ou qui l'étaient, enfin faut toujours garder quand même, comme tu dis, bah en fait j'étais pas à sa place, donc en fait des fois entre ce que la personne te raconte, enfin entre la version du salarié, la version du manager ou l'expert comptable et la réalité qui est souvent entre les deux, et qui, enfin en tout cas je trouve que ce qui est un red flag par contre, je trouve, enfin dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est un candidat qui va dénigrer de ouf son cabinet en entretien, alors que bah en fait ça veut dire que est-ce que tu te remets en question aussi, enfin en fait c'est jamais noir ou blanc, et à l'inverse pareil des cabinets qui vont dire ah oui bah nos anciens l'ancien salarié et tout était vraiment nul, enfin en Oui. fait c'est jamais noir ou blanc, donc en fait tu peux dire les choses en essayant de rester neutre, et en fait ça reste une relation, donc chacun a sa part de responsabilité, et donc à partir du moment, comme je disais, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, soit un candidat qui dit que du noir ou que du blanc, enfin quoi que que du blanc c'est positif, mais en général c'est plus vrai si c'est le candidat qui le dit. Mais en fait, le monde, il n'est pas noir ou blanc, donc en fait, à un moment, faut essayer de prendre du recul sur ce qu'on te dit. Ouais, bah c'est un peu comme la fameuse histoire des ex où tu rencontres quelqu'un et qui te dit genre ouais, mon ex c'était un fou, mon ex c'était une folle et tout, et tu te dis mais enfin c'est bizarre comme discours. Bah, pourquoi t'étais avec du coup? Ouais, enfin genre c'est quoi, c'est parce que enfin ouais c'est bizarre, parce que c'est pas toi aussi qui y a des, enfin bon. Mais oui, tout ça pour c'est dire toujours la faute de l'autre quoi. oui voilà, et tout ça pour dire que ça, enfin en fait ces discours-là ils ont quand même une grosse répercussion. Et dans la promo, tout le monde a aujourd'hui une très mauvaise image de ce cabinet-là parce que en fait on parle, enfin tout le monde parle tellement que le bouche à oreille, c'est comme ça, hein, les rumeurs, les machins et tout, ça va très vite. Ça va vite dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Je pense, et du coup, ouais, enfin bref. Tout ça pour dire que faut faire attention à ce qu'on raconte et à qui on le raconte. Mais du coup, il y a sûrement des choses qui doivent totalement plaire aux candidats. Est-ce que toi, dans ta communauté, tu as déjà eu des retours de choses qui séduisent les candidats ou qui les attirent ? Bah, alors pas forcément qui les attirent en soi, mais je pense là où les personnes sont agréablement surprises, c'est aussi... alors ça peut paraître peut-être un peu bizarre, mais des entretiens en fait en fonction de comment est mené l'entretien, des questions qui sont posées, etc. Je pense que ça joue quand même dans l'image que ça renvoie, parce qu'on peut, en fait, je pense que pendant un entretien, enfin, ça reste une discussion, donc en fait, il y a des valeurs qu'on peut véhiculer en posant certaines questions, etc. Donc il y a ça, et après dans ma communauté, moi j'ai de plus en plus de profils notamment expérimentés qui me demandent ah mais Julie, est-ce que tu connais un cabinet qui est en semaine de 4 jours ou au moins hors période fiscale, ou alors où je pourrais être à 80%, etc. Donc je pense que ça c'est une nouvelle tendance qui arrive, même si on en parle, enfin moi limite j'ai l'impression que la semaine de 4 jours c'est plus un sujet, parce que c'est genre on en parle tellement que pour moi c'est évident que genre limite dans 10 ans la plupart des entreprises, elles seront à la semaine de 4 jours, mais on verra. Mais ouais, du coup, je pense que c'est une tendance qui arrive bien dans la profession, et je pense qu'il y a des cabinets qui vont peut-être un peu s'y plier, pas forcément parce qu'ils le veulent eux, mais parce que si tu as les candidats qui demandent ça, et que pour le moment, en tout cas, ça reste un élément qui est hyper différenciant. Après, bah, peut-être que dans les années à venir, s'il y en a de plus en plus qui le font, ça sera moins différenciant. Mais déjà, je pense que ça montre aussi, bah, pour ceux qui seront précurseurs, ça montre quand même une certaine ouverture d'esprit, justement d'être innovant, etc. Que ça, on ne pourra pas t'enlever. Et comme tu disais, avec le bouche à oreille, ceux qui s'y mettent dès maintenant bah, bénéficieront, je pense, après d'une bonne image pendant plusieurs années, voire dizaines d'années.
Ouais, ça montre une certaine flexibilité, une Confiance. ouais, c'est ça, et puis une considération. J'ai un de mes collègues qui... Enfin, un de mes collègues, non. Enfin, un de mes copains de classe, parce que du coup, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le cadre de mes études, qui est papa. Et lui, il a, on va dire, négocié... Enfin, en gros, il voulait une semaine de 4 jours ou 4 jours et demi. Et c'est ce qui a été mis en place. Après, ses heures, il est fait normal. Enfin, il n'y a pas de réduction d'horaire sur son temps de travail. C'est juste que c'est beaucoup plus flexible et mobile. Ce qui fait que lui, il disait, bah, en fait, je quitterai jamais ce cabinet. Juste comme ça, il faudrait qu'il y ait le même confort de rythme et de vie, un meilleur salaire, enfin voilà, beaucoup plus de critères qui rentreraient en compte, parce que là, aujourd'hui, en fait, le fait de pouvoir mener sa vie comme il l'entend et pouvoir s'occuper de ses enfants, bah, c'est ce qui l'attend le plus, et là, ils y répondent, quoi. Non, c'est vrai qu'en termes de rétention, si tu sais, on rebondit sur ce que tu disais, ou ce qui était important, c'est ce qui faisait en tout cas fidéliser pour le moment, c'était un peu l'équipe, l'ambiance et tout. Mais c'est vrai que comme je pense voilà, ça vient aussi du fait qu'on soit dans un monde capitaliste, on veut toujours mieux, plus. Mais du coup, à un moment, quand tu as atteint un confort et tout, tu peux plus... c'est beaucoup plus difficile de s'en défaire pour aller ailleurs. Et surtout que comme il y a très peu de cabinets qui l'ont mis en place, en fait, quand tu l'as, tu t'y habitues quand même très vite. Moi, je le vois pour être à... Moi, bon, c'est un peu différent parce que je suis à 80%. Donc, ok, je travaille sur 4 jours, mais j'ai 20% de temps de travail en moins. Donc, j'ai aussi 20% de salaire en moins. Mais c'est des choix et chacun... voit midi à sa porte. Mais du coup, quand tu as un week-end de 3 jours, tu t'habitues à avoir un week-end de 3 jours. Donc, en fait, c'est très compliqué après si jamais tu veux changer, de pouvoir trouver plus que ça. Et surtout que, moi, après, si je donne un peu des exemples, mais du coup, moi, je suis à 80%, je vais au travail en vélo. En fait, je me dis, mais... pour trouver un cabinet qui soit mieux que ça, il y en a certainement, mais avec un confort de vie qui soit encore meilleur, sachant que moi j'aime quand même, je suis pour le télétravail et pour le 100% remote pour ceux à qui ça plaît, mais moi c'est vrai que j'aime bien voir les gens, etc. Donc c'est même pas forcément un plus, donc plus que pouvoir aller au taf à vélo genre en 10 minutes, plus près, c'est chez moi, quoi. Donc ouais, je pense que ça peut être à la fois un critère pour attirer, mais aussi pour fidéliser, et parce que quand tu t'es habitué à avoir un temps de travail ou un nombre de jours, c'est humain entre guillemets, tu peux pas revenir en arrière, c'est compliqué, quoi. Ouais, et nous aussi, du coup, on est chez la Maconta à la semaine de 4 jours. Ça veut pas dire que... du coup, ça veut dire qu'on a 3 jours où on travaille pas pour la Maconta dans la semaine. Ça veut pas dire qu'il y a 3 jours où on ne travaille pas, parce que du coup, au contraire, ça nous laisse du temps pour travailler sur des projets perso, d'autres projets entrepreneuriaux, d'autres peut-être job, ça dépend des gens. Il y en a qui veulent plus de diversité dans leur travail, et c'est hyper important parce que ça crée un épanouissement qui fait que les gens se sentent encore mieux à leur place et encore plus contents d'aller au travail quand ils y vont, parce qu'ils savent que en contrepartie de ça, bon, au-delà du fait qu'ils adorent leurs clients, etc., mais en contrepartie de ce travail-là, ils ont aussi toute cette liberté qui est créée et qui naît à côté, quoi. Et puis indirectement, tu crées aussi de la valeur, parce que potentiellement, tu te crées un réseau où admettons, même si tu faisais, entre guillemets, rien, que tu te reposes, en fait, du coup, si tu es plus reposé, tu vas être plus efficace. Je sais pas, du coup, je crois que tu fais du théâtre, du coup tu développes des compétences qui pourront aussi être utiles dans ton job. Au final, je pense que c'est un bon point pour tout le monde. Après, oui, c'est vrai que ce qu'on entend souvent, c'est la semaine de 4 jours en cabinet, c'est pas possible parce que vu les heures qu'on fait déjà en 5 jours, c'est chaud. Mais du coup, le problème, c'est pas la semaine de 4 jours, c'est les heures. C'est 35 heures, si tu les fais sur 5 ou sur 4, ça reste 35 heures. Donc le problème, c'est quand tu fais 45 et que tu veux les mettre sur 4 jours, oui, c'est compliqué. Ouais, c'est touchy là. Mais dans ce cas-là,
recruter. Voilà, on en parle comme si c'était facile de recruter, etc. Mais oui, le problème, c'est pas la semaine de 4 jours, c'est la densité de travail. Peut-être qu'il faut revoir les process, peut-être qu'il faut revoir la facturation. les outils, la facturation. Exactement, peut-être plus recruter, ou pourquoi les gens s'en vont, pourquoi on est débordé, pourquoi... Ou virer les clients chiants qui nous aussi, prennent beaucoup de temps et qui Mais ça, c'est un vrai rapportent pas sujet. beaucoup. C'est un vrai sujet, vraiment, de choisir ses clients. Et puis en plus, je pense que les experts comptables peuvent se permettre de faire le tri. Oui, ils sont plus en manque de candidats que de clients. Donc en fait, les clients chiants... Les clients, ils viennent tout seuls. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, quand t'es bien installé et tout, après, au début, ça peut être un peu plus galère parce que je crois que le premier canal d'acquisition, c'est le bouche à oreille. Sauf que si t'as zéro, si t'as personne au début, faut le temps d'avoir quand même quelques dizaines de clients pour que le bouche à oreille se fasse. Mais je crois qu'une fois que la machine est lancée, après, on va dire, ça roule tout seul. Donc, en fait, autant se concentrer sur le goulot d'étranglement qui est les candidats, quoi, pour le moment. Ouais. On aborde la dernière partie. Alors, pour la fin de cet entretien, je voulais qu'on parle un peu de l'audace et du changement au niveau de la profession. Donc, on va parler essentiellement du métier d'expert comptable. Et récemment, dans un de tes posts, tu as publié que... tu posais une question, est-ce que le DEC, ça veut forcément dire qu'on est expert comptable? Donc, la communauté s'est exprimée par rapport à ça. Et toi, ton avis... ils disaient quoi? Je me rappelle plus. Alors, il y a toujours... Il y a des blancs... Enfin, il y a des avis blancs, des avis noirs et des avis gris, toujours. Il y a toujours... oui, quand t'as le DEC, du coup, t'es expert comptable parce que, de facto, t'as le titre et donc tu es... C'est ça. Et ceux qui se disent que, de toute façon... expert comptable, c'est le Saint Graal, du coup, avoir le DEC, et, c'est forcément s'inscrire à l'ordre. Et il y a ceux qui disent que, en fait, c'est un diplôme qui te permet d'exercer d'une certaine façon. Mais... C'est ça, et d'avoir certaines compétences, et peu importe si tu deviens expert comptable ou pas, t'as le DEC, quoi. Le DEC, c'est comme... c'est le boss final, quoi. Ouais. Moi, je le vois comme ça. Et ouais, tu le vois comme ça? Après, moi, c'est plus un... forcément, c'est un moyen aussi, mais c'est plus un challenge personnel parce que j'aime bien aller au max du max que tu peux aller. Donc, c'est pour ça que ça m'avait bien plu aussi, la filière, de me dire qu'il y avait un bac plus 8 et de se dire que tu peux aller, entre guillemets, même si c'est pas forcément un kiff en soi, les études, mais se dire que tu as atteint un certain niveau d'expertise quand même. Donc après, oui, moi, vu que je suis plus partisane de c'est jamais noir ou blanc, donc oui, quand t'as le DEC, tu peux être expert comptable, tu peux être inscrit à l'ordre. Maintenant, il y en a qui font d'autres choses, que ça soit de la formation ou même qui accompagnent des clients, mais qui ne sont pas inscrits à l'ordre, donc par contre, qui ne font pas de tenue comptable et fiscale parce que c'est interdit. Mais maintenant, tu peux faire plein de choses. Et t'as aussi le fait d'avoir le DEC, et du coup, j'en parle des fois avec des personnes, et de pas forcément se sentir légitime pour autant, notamment quand c'est une question d'expérience, mais pas forcément que d'expérience non plus, parce que en fait, des fois, tu peux avoir des gens... tu vois, moi, forcément, je doute, je me dis, attends, du coup, je vais l'avoir à 26 ans, normalement, si tout se passe bien, le DEC. Et du coup, tu te dis, en vrai, j'ai le même diplôme, mais oui, je peux être expert comptable et être inscrit à l'ordre, mais par rapport à des gens qui ont genre 20 ans d'expérience, évidemment que... t'as le même diplôme et t'as le même titre et tu peux dire ces deux personnes sont experts comptables, mais quand t'as pas la même expérience, c'est quand même différent. Et pour autant, t'as des personnes des fois limite qui vont avoir 10 ou 15 ans d'expérience et qui vont aussi douter et se dire ah non, mais je pense que j'ai pas assez d'expérience. Et en fait, je pense qu'il y a un moment, c'est un peu le sujet que tu voulais aborder, mais il y a un moment, je pense que ça sera jamais le bon moment. C'est comme souvent on dit qu'il y a des personnes qui disent ah oui, mais là je vais pas avoir des enfants en ce moment, c'est pas le bon moment. Mais en fait, il y aura jamais, si t'attends le bon moment, il y aura jamais de bon moment. Donc moi, je suis plus la team je saute dans l'eau avec potentiellement des nageoires et puis après j'essaye de survivre, mais parce qu'à un moment, si tu te jettes pas à l'eau et que tu te poses 50 000 questions, je pense qu'on a la chance quand même d'être dans un secteur, en tout cas pour le moment, où il y a un monopole, où la comptabilité est, entre guillemets,
c'est quasiment obligatoire de recourir à un expert comptable, à part si tu veux faire ton propre bilan compte de résultats, tes propres déclarations. Mais je pense que les entrepreneurs, ils ont ni le temps, ni l'expertise, ni... en fait, c'est autant le déléguer. Enfin, je sais pas, j'ai plus les stats, mais je crois qu'il y a quand même 80-90% des TPE qui recourent à un expert comptable. Donc, en fait, on a la chance d'être quand même dans un marché donc, qui est certes concurrentiel, parce que tu as aussi des concurrences... les logiciels, les banques, et les autres confrères, consoeurs, même si on parle de confraternité, ça reste aussi quand même des concurrents dans un certain sens. Mais comme tu as une forme d'obligation, en fait, t'as pas trop de... c'est quand même le risque que tu prends à te lancer, il est quand même très limité, plutôt que si tu es sur un marché où c'est une nouvelle technologie, où tu sais pas si ça va fonctionner, ou... en fait, là, tu sais qu'il y a forcément des clients. Et je pense que, en tout cas, ça vaut le coup de tester. Et en plus, tu peux aussi faire de la sous-traitance au début pour si jamais tu as un peu peur. Donc, c'est-à-dire que tu as des cabinets experts comptables qui, justement, des fois, ont une surcharge de travail et tout, et vont, on va dire, déléguer une partie à d'autres, à des experts comptables, potentiellement des jeunes qui démarrent, et pour les aider, eux, à avoir un peu de chiffre d'affaires et on va dire les occuper. Et dans un autre sens, comme le cabinet, peut-être qu'il peine à recruter ou il a une surcharge de travail, ça l'arrange aussi d'avoir quelqu'un qui fasse le taf. Donc tu as cette possibilité-là de sous-traitance, tu as le fait que on est dans un monopole et que la comptabilité, entre guillemets, limite, je caricature, mais le recours à un expert comptable est quasi obligatoire. Donc en fait, le risque par rapport à tous les entrepreneurs qu'on peut croiser, il est beaucoup minime, plus... Ouais, ça, il est minime. Donc je pense que ça vaut le coup de se lancer, et après, il y a à réfléchir, est-ce que tu le fais seul ou pas ? Tu peux aussi t'associer dans un cabinet existant ou créer un cabinet ex nihilo. Donc déjà, quand tu es plusieurs, peut-être avec des compétences complémentaires, que ce soit en termes de technique, ou même, je sais pas, peut-être qu'il y en a un qui va avoir plus la fibre commerciale, l'autre qui va avoir plus la fibre RH, l'autre qui... en fait, je pense que ça peut être bien aussi de s'associer avec d'autres personnes pour un peu aussi se rassurer. Mais du coup, je pense que c'est... Des fois, tu vois, on peut se dire « Ah oui, mais je n'ai pas assez d'expérience, j'ai pas... » Alors certes, il y a ça, mais je pense que ça vient aussi de soi, d'avoir confiance en soi, et de... Ou même, je pense que... Je sais pas si j'ai autant confiance en moi que ça, mais en fait, à un moment, de se dire « en fait... à un moment, faut sauter, quoi, sinon, il se passera jamais rien. » Et en même temps, on sait que l'entrepreneuriat, c'est forcément... Tu prends un risque par rapport à quelqu'un qui, entre guillemets, est salarié. Et en théorie, on sait que dans nos métiers, le risque, il en vaut plutôt la chandelle, puisque en général, le risque est rémunéré par de l'argent, comme sur un marché financier. Et là, pour le coup, je trouve que le rapport, alors c'est pas bénéfice-risque, mais c'est le rapport rémunération-risque. Je pense qu'il est complètement en la faveur des diplômés. Ouais, et c'est savoir à quel... est-ce qu'on va être actif de tout ça, ou plutôt passif et... après, tu peux aussi être actif. Tout dépend aussi. Peut-être que ton taf, c'est pas forcément ce qui te botte dans la vie, et que toi, tu préfères avoir tes activités à côté. Mais après, ce qui est bien aussi avec le métier... le diplôme d'expertise comptable, et donc... des fois, l'expertise comptable, et quand tu entreprends et tout, c'est que tu as plein de façons d'entreprendre. Moi, je connais des personnes, elles sont toutes seules, elles font que du commissariat aux comptes, mais que les missions exceptionnelles, commissariat aux apports, etc. Et du coup, ils gagnent très bien leur vie, ils travaillent une demi-journée, ils travaillent que le matin, et ils vont surfer l'après-midi, tu vois. Ouais. Mais du coup, le mec, il est tout seul et il fait que ça, et il gagne bien sa vie, mais parce qu'il a choisi son mode de vie. Et t'en as qui peuvent se dire, moi, je voudrais monter un KPMG, je sais pas. peut-être qu'il y aura un nouvel acteur dans 20 ans, ou un Deloitte, ou un PwC, ou EY, on va tous les citer comme ça. Comme ça, pas de jaloux. Maintenant, il y a aussi les Mazars, les BDO, mais en fait, tu peux... tu peux te spécialiser soit en termes de clients, en termes de secteur d'activité ou de discipline, si tu veux faire de la gestion de patrimoine, de la RSE.
Tu peux du coup travailler que le matin, que l'après-midi, travailler 3 jours par semaine ou travailler 7 jours sur 7. Enfin, en fait, tu peux... c'est le principe d'être entrepreneur, mais après, comme tu... Enfin, en tout cas, pour le moment, l'activité, on va dire la profession d'expertise comptable reste quand même relativement rémunératrice. Du coup, toi-même, tu peux te dire, est-ce que je préfère travailler moins et gagner moins, ou est-ce que je veux travailler plus ou gagner plus, ou travailler moins et gagner plus si tu, si tu arrives à optimiser comme tu le souhaites. Mais ouais, du coup, je pense que après, c'est aussi des personnalités et des moments de vie, parce que des fois, il y a des choses, des événements qui font que tu peux pas te lancer tout de suite, ou il y a aussi ton rapport à l'argent, ton rapport au risque. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un d'économe et qui aime pas trop prendre des risques? Il n'y a pas de chemin tout tracé, mais en tout cas, je pense que c'est quand même bien, si on le peut et si on le veut, d'aller jusqu'au deck pour, en tout cas, avoir le choix de faire ce qu'on veut après. Et en fait, il y a tout est possible. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent justement, donc le deck, c'est c'est le passeport, etc. Enfin, ce qui est vrai, mais du coup, je trouve ça dommage en fait, il n'y a pas que le deck. Et rien que le fait d'être expert comptable moyeniste, il y en a qui vont pas jusqu'au bout du deck, mais qui au final font des carrières, je sais pas, chez des éditeurs de logiciels en tant que product manager, ou ils n'ont pas forcément toujours le deck. Enfin, je pense que le deck, c'est aussi un accomplissement personnel. Donc, à part si tu veux vraiment être expert comptable, être inscrit à l'ordre, là, c'est un passage obligatoire. Mais c'est toujours mieux de l'avoir, mais je pense que tu peux aussi faire des belles carrières sans avoir le diplôme. Et il y a aussi des gens qui sont associés dans des cabinets mais qui n'ont pas le diplôme et qui ont fait leur stage ou pas et qui ont le DCG ou pas, et tu peux faire plein de choses. Parce que de toute façon, pour être associé dans un cabinet, si je me souviens bien, il faut juste que l'associé majoritaire soit expert comptable. Ouais, c'est sur les... Alors, je crois que c'est pas sur j'ai pas encore bien révisé ma déontologie, vu que je passe pas les examens, mais je crois que c'est pas sur la répartition du capital, c'est sur la répartition des droits de vote. Je crois de mémoire qu'il faut avoir 2/3 des droits de vote qui sont détenus par des experts comptables, donc experts comptables sous-entendu inscrits à l'ordre. Mais sinon, après, c'est libre, donc tu peux... Du moment que tu respectes cette règle-là, et que, bien sûr, les non-diplômés ne signent pas les comptes, etc. Enfin, voilà. Mais sinon, après, tu peux totalement t'associer dans un cabinet sans être diplômé d'expertise comptable, et soit en attendant de l'être, ou soit parce que c'est pas une volonté, ou... Enfin, voilà. Oui, et puis, c'est pas parce qu'on passe le deck qu'on veut forcément devenir expert comptable. Il y a... toi, par exemple... je me souviens que tu avais déjà évoqué sur les réseaux que c'était pas pour ça que tu passais le deck, et qu'il existait plein d'autres opportunités. On peut devenir... Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire avec le deck? En soi, c'est pour ça, à part si tu veux vraiment être expert comptable, en soi, le deck, il n'est pas obligatoire pour toutes les autres choses que tu peux faire. Il y en a avec le deck qui font uniquement de la gestion de patrimoine, mais vraiment que la partie gestion de patrimoine. Mais du coup, s'ils n'avaient pas eu le deck, en soi, ils auraient pu le faire. Mais c'est vrai que ça leur donne une légitimité aussi auprès des clients quand même. Parce que le client, lui, il ne fait pas forcément toujours la différence entre diplômé d'expertise comptable et expert comptable. Et limite, il va plus valoriser le diplômé d'expertise comptable parce qu'il se dit « Ah, mais du coup, lui, il a le diplôme, tu vois. » Parce que le client, le client ou les personnes qui sont en dehors un peu de l'écosystème, ils connaissent pas forcément la différence. Donc en soi, pour moi, tu peux tout faire sans le deck, à part être expert comptable, mais c'est vrai que ça peut te donner une légitimité, que ce soit si tu candidates à des postes en tant que DAF, ou chez des éditeurs de logiciels, ou du coup si tu as des clients en gestion de patrimoine, ou en je sais pas, peut-être en système d'information sur des, je sais pas, du management de transition, de la facturation électronique, ou sur... C'est plus, je pense, ça donne une légitimité. Et après, oui, moi, c'est vrai que du coup, j'ai un parcours assez... J'ai des réflexions assez... on va dire que ça a beaucoup évolué dans le temps, et ça va peut-être encore... évoluer, mais en fait c'est juste que moi je suis en mode je verrai bien ce que la vie me réserve, et j'ai pas forcément
Enfin, quand je disais qu'il y avait plein d'opportunités après le deck et qu'on peut avoir le deck et qu'on n'est pas obligé d'être expert comptable, enfin, je le pense toujours, mais ça veut pas pour autant dire que moi, je pense à une opportunité en particulier. En fait, je me laisse plus aller au gré de mes envies et en fonction des sujets, j'évolue. Enfin, il y a plein de fois où je me suis dit, ah bah tiens... Enfin, ça a commencé par, je veux passer... Enfin, dans tous les cas, j'ai toujours voulu passer mon deck, mais je voulais pas forcément être expert comptable. Après, je me suis dit, ah bah si, finalement, mais que pour tel type de clientèle. Et puis finalement, je me suis dit, non mais attends, tu vas pas faire ça toute seule, il faut forcément que tu aies des gens avec toi, de t'associer. Et puis après, au final, tu te dis, ah oui, bah en fait, peut-être que je pourrais faire ça sans forcément obligatoirement m'associer, ou en tout cas, pas forcément dans un premier temps. Et puis au final, je voudrais aussi faire ça. Et puis, enfin, en fait, c'est plus des... Je pense que c'est normal. En fait, ce qui est le plus important, je pense, c'est aussi de se poser des questions, enfin, d'écouter son intuition, ce qu'on a envie de faire, et pas forcément... Enfin, je pense que c'est dangereux d'avoir vraiment un plan, et parce qu'en fait, tu auras toujours des accros et tu auras toujours... des choses qui iront pas dans un sens et qu'après, des fois, qui vont se transformer en opportunités ou qui vont t'emmener dans une autre voie que tu n'avais pas forcément identifiée à l'origine. Mais je pense que ouais, faut être quand même assez ouvert en général aux opportunités, parce que je pense que en vrai, tout le monde a un peu des opportunités. Et si moi, aujourd'hui, je suis derrière le micro, alors que, enfin, vraiment, moi, j'avais zéro réseau, je connaissais aucun expert comptable. J'étais boursière échelon 5, j'habitais dans une chambre de 1009 mètres carrés pendant 1 an et demi. Enfin, je connaissais vraiment personne dans la profession ni rien. Et si moi j'ai réussi à faire des trucs, on va dire, cool, je pense que tout le monde peut. Donc ouais, rester ouvert aux opportunités. Il faut déjà savoir voir les opportunités. Et ça me fait penser à une vidéo sur... Enfin, c'est pas vraiment sur les opportunités, mais sur la chance. Et du coup, il faudrait que je la retrouve, mais elle est vraiment excellente, cette vidéo. Je vais vous donner le nom. C'est un professeur de je sais plus quelle grande école, et elle est vraiment super, cette vidéo, et qui dit que la chance, ça se provoque, et que pour avoir de la chance, il faut aussi en être une pour les autres. Et donc, le fait de donner, etc., au bout d'un moment... faut pas forcément le faire pour ça, mais les gens qui... alors, je crois qu'il dit... donc, il y a vraiment de la chance. Enfin, des fois, c'est du hasard, mais les gens qui ont de la chance à répétition, c'est pas du hasard, c'est une compétence qu'on appelle la chance, quoi. Ok, c'est... entre guillemets, le positif attire le positif. Ouais, c'est un peu Léna Situation. Ouais, plus égale plus. C'est la vidéo de l'ESCP Business School avec Philippe Gabillet, G-A-B-I-2-L-I-E-T, et je l'adore, cette vidéo, je la regarde régulièrement, où vraiment, en fait, il dit, mais la chance, tout le monde peut l'avoir, il faut aussi être une chance soi-même pour les autres, pour avoir de la chance. Et il faut savoir identifier les opportunités et les saisir, parce qu'en fait, si tu es dans un mood toujours négatif, etc., tu vas pas forcément voir les opportunités, ou tu vas pas voir que c'est une opportunité. Tu peux voir en soi l'événement qui passe ou la proposition et te dire oh non, c'est pas très intéressant, ou même la voir et ne pas la saisir pour X ou Y raison. Et donc la différence, c'est que tu as des gens qui vont saisir les opportunités et qui vont y aller, et je pense que il peut y avoir vraiment un gap gigantesque entre quelqu'un qui a on va dire le bon mindset. Il n'y a pas un bon ou un mauvais mindset, mais on va dire qu'il est dans un peu cette logique d'amélioration continue, de dépassement de soi, de donner aux autres sans forcément attendre en retour. Et ceux qui ne seraient pas dans ce mood-là, je pense que ouais, avec un bon mindset, alors j'irai pas jusqu'aux dérives du développement personnel à dire que n'importe qui était à la DAS, qui était SDF, peut être président de la République. Mais en tout cas, je pense que si tant est que être président de la République, ce soit le summum de la réussite, c'est pas forcément moi mon goal, hein, mais je pense que en tout cas, sans dire qu'avec un bon mindset,
tu peux faire tout ce que tu veux, parce que non, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Enfin, même moi, si j'avais voulu être président de la République, je pense que j'aurais pas forcément pu, tu vois. Mais tu peux forcément faire plus de choses que ce dont tu penses être capable. Avec un bon mindset, tu vas penser pouvoir faire 10, et en fait, ça se trouve, tu peux faire 100. Mais tu pourras peut-être pas faire 1 million, quoi. Mais en tout cas, tu pourras certainement faire plus de choses que ce que tu n'avais imaginé, je pense. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis. Bon, déjà, moi, j'irai revoir cette vidéo parce qu'elle a l'air vraiment pas mal. Et sur ce qu'on pense faire et ce qu'on est capable de faire, il y a une différence parce que j'étais en coaching... c'est pas un coaching de développement personnel, mais un peu de personnalité pour savoir comment tu es, comment tu agis avec les autres, etc. Et c'est avec le disque et tout, ou pas du tout? C'était pas avec le disque, c'était un autre... en fait, il y a l'énéagramme ou... Non, c'est pas ça. C'était même il y a Big Five. Non, c'était pas un modèle. Même pas ça. Il y avait Balbine ou Babline. Je connais pas. Tu me montreras après. Ouais. c'est vraiment que des... Alors là, c'est que des tests que je ne connaissais pas du tout. Et il y en avait un, en gros, qui disait que pour un projet, il y a 10 personnalités. Okay. Et que du coup, ces 10 personnalités, si tu arrives à les retrouver et à les mettre ensemble pour ce projet, ton projet, il va cartonner. Parce que les défauts... C'est vraiment 10 personnes ou est-ce que tu peux avoir tu deux peux traits tu peux avoir en fait, tu peux avoir plusieurs rôles dans un projet. Okay. Mais il faut au moins ces 10 rôles-là parce que, en fait, on va dire, les limites d'un rôle sont compensés par les avantages et la force d'un autre rôle, tu vois. Bref, c'est un équilibre à trouver. Je veux bien que tu montres après parce que ça a l'air super intéressant. Je te montre. Échange de bons procédés. C'est clair. Et il y avait un autre test. Et donc, en gros, je crois que ça s'appelle le test de la fenêtre. Et en gros, c'est très simple, c'est un carré. Et en fonction des réponses que tu donnes dans ton questionnaire, tu vas avoir des ordonnées, tu vas tracer des traits. Et dans ce carré-là, tu vas avoir la partie publique, donc ce que tu montres, ce que tu sais de toi et que tu montres et que les autres savent de toi. Tu as la partie cachée, donc ce que tu sais de toi mais que tu ne montres pas aux autres. La partie invisible, celle que les autres voient de toi mais que toi tu ne sais pas, et la partie mystère où personne ne sait ce que tu es. Et en gros, quand tu parlais des capacités, en fait parfois on pense tout se savoir sur soi, mais on sous-estime ce qu'on est capable de faire. Et dans cette partie invisible ou cette partie mystère, parfois il y a des ressources qu'on peut aller chercher qui font qu'on peut aller beaucoup plus loin dans nos ambitions, dans nos projets, etc. Et d'autant plus que on parlait des opportunités, que toi, au début, tu disais que tu voulais pas devenir expert comptable, puis maintenant si, machin et tout. En fait, on est dans un monde où tout change tellement, même la profession évolue, que du coup, l'image que tu pouvais avoir de la profession avant, ou les missions qui pouvaient être liées à ce métier-là, t'intéressaient peut-être pas avant, et qu'aujourd'hui sont... en fait, c'est ce que tu veux faire, tu vois. Ouais, totalement. J'essayais de retrouver parce que je vois totalement ce que tu veux dire avec le... J'arrive pas à retrouver le... Non, je vais essayer. Entre ce que c'est pas aussi ce que je connais de moi et ce que les autres connaissent de moi. Si, ce que même moi je ne connais pas et que... Enfin, ce que personne ne connaît, ouais. Et ce que les autres voient de moi mais que moi je vois pas parce que, comme c'est moi, je me rends pas compte. Mais j'arrive plus à retrouver. C'est pour ça que j'étais en train de chercher. Mais oui, je pense que tout le monde évolue et un des éléments qui fait que je pense que c'est plus, on va dire, enfin, je sais pas si c'est le mot facile, mais qu'on est plus apte à réussir, mais selon sa propre définition de la réussite, c'est vraiment d'être ouvert, d'être flexible, où tu vois, moi je me dis pas... Même s'il y a un moment, je me disais, je veux forcément être expert comptable. Après, ça a changé. Je veux le DEC et je pense pas que je serai expert comptable. Puis après, peut-être que si, puis peut-être que non. Enfin, en fait, moi, j'ai pas de mal à... Je me dis pas, pour autant, je me dis pas, je suis une girouette, ou je me dis pas, je sais pas ce que je veux. Et en fait, je pense que des fois, t'as une pression où il faut absolument que tu saches ce que tu vas faire pour les 40 prochaines années. Il faut absolument que tu saches où tu vas vivre... avec qui, alors qu'en fait c'est pas grave de changer d'avis et en fonction des étapes de la vie, de son âge, des éléments extérieurs, on évolue, et même je trouve ça sain d'être ouvert et de pouvoir un peu prendre une brèche et puis en prendre une autre, et puis c'est des voies qui sont différentes, mais
Mais ouais, de rester ouvert aux opportunités et pas forcément d'être borné en se disant moi je veux absolument faire ça de telle manière. Enfin, en fait, tu peux te dire un peu, moi j'ai quand même un peu la vision de comment je me vois, qu'est-ce que j'aimerais faire, mais genre limite à 10, 15 ans, 20 ans. Mais j'ai pas forcément le chemin. Enfin, en fait, il y a des choses où je sais que moi, mon objectif, c'est d'être libre au sens... alors, on va pas aller dans le truc libre financièrement, acheter ma formation, mais plus de pouvoir faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, un peu. Enfin, après, tu as forcément des contraintes, mais c'est toi qui te les imposes. Oui. Mais, et de pouvoir me dire, si je veux, demain, je claque la porte et je vais élever des chèvres et je vais quand même avoir... je vais pouvoir le faire parce que même si c'est pas très rémunérateur, j'aurai suffisamment d'argent de côté pour pouvoir le faire. En fait, de pouvoir vraiment... En fait, si demain j'ai envie de dire fuck à tout le monde, je dis fuck à tout le monde et je vais m'enfermer quelque part. Et après, même si j'ai déjà des idées un peu de ce que je veux faire, il n'empêche que ça va peut-être évoluer et que par contre, les étapes par lesquelles je vais passer, c'est pas forcément les mêmes, même si la destination... Au final, c'est la même... c'est pas genre un poste ou un statut, ou c'est plus un état et qui peut se retrouver... je peux être, entre guillemets, libre en étant expert comptable, tout comme en étant, formateur, tout comme en étant... Enfin, en fait, il n'y a pas un poste, où il n'y a pas un endroit, où il n'y a pas... une personne ou alors une organisation où soit moi je suis toute seule, ou j'ai des associés, ou j'ai des salariés, ou j'en ai pas. Enfin, s'il n'y a pas un schéma, c'est plus est-ce que un état, un peu un mood. Et en fait, il y a plein de façons d'avoir ce mood-là et on verra ce que l'avenir nous réserve. C'est ça. Parfois, au lieu de passer par la porte, on passe par la fenêtre, par le garage. Ouais, j'aime bien Enfin, moi, c'est toujours le... si ça passe pas par la porte, ça passera par la fenêtre. Donc par contre, si j'ai envie de faire un truc et que moi je me suis dit que c'était comme ça, mais c'est souvent, on va dire, plus à court ou moyen terme, comme par exemple le deck où je me dis, de toute façon, au pire, je l'aurais peut-être pas du premier coup, mais c'est pas grave, je l'aurai du deuxième ou du troisième, ou moi, s'il faut, je me présente 10 fois et je me dis, au bout d'un moment, il y a bien quelqu'un qui va dire, on en a marre de la voir celle-là, on va finir par lui donner parce que, bon, voilà. Comme ceux qui passent le permis 20 fois. Mais je pense que c'est important aussi de se questionner sur ce qu'on veut. Enfin, c'est quoi notre... c'est pas vraiment un objectif dans la vie, mais un peu, c'est quoi... Qu'est-ce qu'on a envie, en tout cas maintenant, qu'est-ce qu'on imagine, qu'est-ce qui ferait qu'on serait heureux, parce que je pense qu'on se pose pas trop la question, on dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, mais c'est plus aussi qui est-ce que tu veux être ou comment tu veux te sentir, plus que qu'est-ce que tu veux faire, mais le faire, c'est un moyen, tu vois. On part dans de la philo. Non, mais c'est vrai, mais en plus, c'est ça, genre, si on demandait aux enfants plutôt qu'est-ce que tu veux être plus tard, plutôt que qu'est-ce que tu veux faire plus tard. En fait, plus tard, je vais être heureux, ok, ça se passe comment ? J'aime les gens, j'aimerais travailler avec les gens, ou machin. Ou j'aime pas les gens. Ou j'aime pas les gens, mais oui. Et du coup, j'ai retrouvé l'outil dont je te parlais, la fenêtre, ça s'appelle la fenêtre de Johari. Et Johari, ça s'écrit Johari. Du coup, tu as la zone publique, donc c'est ce que moi et les autres connaissent de moi. Tu as la zone cachée, donc ce que moi seul je connais. La zone aveugle, donc ce que les autres connaissent de moi, mais que moi je ne connais pas. Et la zone des œillères inconnue, tu sais pas. Voilà, où personne ne sait rien. Et donc en fait, en fonction de tes réponses, c'est marrant. Et ça, tu peux le faire en ligne ou pas ? Je pense. Je regarde, moi, ça m'intéresse. Je pense que oui, tu dois en trouver en ligne. Pour le coup, nous, c'était le coach qui avait les outils. Mais je pourrais te montrer. Et l'autre outil dont je te parlais, là, les rôles, en fait, il n'y en a pas 10, il y en a 9. Et c'est le test de Belbin, donc ça s'écrit Belbin. Donc il identifie 9 rôles. Tu as genre le concepteur, le stratège, le coordinateur, explorateur, organisateur, perfectionneur, soutien, propulseur et expert. Et tous, ils ont des atouts et ils ont aussi des défauts avec... Mais qui sont les atouts des autres et du coup, tout ce qu'on pense, donc au final, t'as plus que des atouts, entre guillemets. Voilà, c'est ça.
Et au moins, parce que forcément, quelqu'un qui va être, par exemple, le soutien, c'est quelqu'un qui est plus orienté vers le social et qui va avoir du mal à gérer... Il est plus dans l'émotion et moins dans ouais. le... Enfin, admettons, moins dans un objectif de rentabilité et plus dans... Le c'est bien pour le bien-être, monde, machin. donc il faut le faire, quoi. Mais... On va essayer de faire en sorte le que tout le care, monde quoi. soit content. Ouais, c'est le care un peu... Sauf qu'il va peut-être avoir plus de difficultés à prendre des décisions et à chahuter tout le monde en disant, bon, ok les gars, on est contents d'être tous ensemble, c'est super, mais il faut quand même qu'on avance. Faut faire du bise. Voilà. Et à l'inverse, tu vas voir, je crois que c'est plutôt le propulseur qui, lui, il est très extraverti, un peu moins empathique et qui va se dire très brut de pomme. Les gars, j'ai une idée, on fonce quoi. Tu vois, et en fait, bref, plein de... Ouais, c'est intéressant. Je regarderai... ouais, ça m'a un peu... Ça peut être intéressant même, je pense, pour soi-même aussi, pour savoir quel type de personnes peuvent être bien dans l'équipe, que ça soit des salariés, des collaborateurs ou des managers ou même des associés, de voir qu'est-ce qui manque quel est le trou dans la raquette, qu'est-ce qui nous manque et sur quoi on doit travailler, tu vois. Et carrément, et ça s'appelle la cartographie des talents ou la cartographie RH, justement identifier les manquements, enfin les manques dans l'équipe pour avoir un recrutement qui soit encore plus bénéfique après, quoi. Et mais c'est hyper intéressant. Enfin, moi en tout cas j'ai adoré, et même pour les projets du coup tu sais un peu plus avec qui t'associer et même comment échanger avec les gens, parce que si tu mets l'organisateur et le coordinateur face to face et qui sont pas d'accord, là ça va être un peu plus complexe, tu vois, de pas rentrer dans le conflit, alors que ils peuvent très bien s'entendre, mais il faut tu vois, quelqu'un qui dose entre les deux, quoi. Enfin bref, très intéressant en tout cas tout ça. On arrive à la fin, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Je pense, croyez en vous, faites-vous confiance, et puis... Petit message care. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange, j'espère que ça t'aura plu. Moi j'ai adoré en tout cas. Et puis, comme d'habitude, si on veut te contacter, c'est... principalement m'envoyer un message LinkedIn, voilà, si ça vous dit de parler philo. Super, bon à bientôt. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter ? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.